Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà donc une belle musique qui est signée Aiki... Non, c'est pas ça. Je crois que je vais pas y arriver. Qui est signée Alexis Haïgui. Et c'est pas la première fois qu'il travaille avec le réalisateur Pascal Bonitzer. Parce qu'en effet, je vais vous parler du dernier film de Pascal Bonitzer, Maigret et le mort amoureux. Alors, Pascal Bonitzer, pour ceux qui m'écoutent de temps en temps, on le connaît parce que j'en ai déjà parlé. J'avais vu un premier film, je me souviens, mais c'était il y a fort longtemps, je ne sais plus en quelle année, mais enfin bon, c'était Rien sur Robert. Et je me souviens surtout, ce qui m'avait frappé, c'est pour ça que je m'en souviens encore, c'était les dialogues très savoureux, très crus, avec notamment Madame Kiberlin qui disait des choses horribles, mais enfin avec beaucoup d'élégance quand même, et son partenaire était Lucchini. Lucchini et Kiberlin faisaient un couple très intéressant, et avec dans des dialogues signés Bonitzer savoureux. Et le dernier film que nous avons vu de Bonitzer, enfin pour ma part, c'était Le tableau volé. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est en tout cas, il y avait les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire toujours des dialogues servis surtout par d'excellents comédiens. Et il faut reconnaître que quand un texte est bien dit, quand le personnage est bien construit, quand on a affaire à de vrais comédiens, il est certain qu'ils mettent en valeur les dialogues. Alors, bon, c'est vrai que Bonitzer, il sait faire des dialogues, parce que il est entré, je vous fais un petit rappel, il est entré en cinéma, et d'abord il écrivait des scénarios, et des dialogues, notamment chez Rivette. Alors Rivette, pour ceux aussi qui ont oublié, Rivette, vous savez, c'est un réalisateur de la Nouvelle Vague, qui a été très influencé, enfin c'est ce qu'il disait, par Renoir, par Fritz Lang, par Cocteau même, et je vous dirai juste une petite anecdote, enfin je sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas un film qu'il a réalisé dans la région à Assas, pas très loin de Montpellier, c'était La Belle Noiseuse. Voilà, donc je pense que tout le monde se souvient de La Belle Noiseuse, les journaux du coin en avaient suffisamment parlé, c'était avec Piccoli et Béard. Béard qui était nu en long, en large et en travers, et vous aviez Piccoli qui l'a dessiné en long, en large et en travers. Bref, donc on comprend pourquoi Bonitzer excelle dans les dialogues. Et j'ajoute, ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'il sait choisir ses comédiens. Les comédiens chez Bonitzer sont toujours excellents. Ce sont des vrais comédiens. Et là, il y a quand même, alors bon, il y a évidemment Podalides qui est toujours formidable, mais Anne Alvaro, alors là, j'espère qu'on lui donnera un César d'honneur parce qu'elle le mérite, mais largement dans d'autres films aussi. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus connue parce qu'elle fait du théâtre et franchement, elle est remarquable. Alors ici, Bonitzer s'attaque, si je puis dire, à Maigret. Ben pourquoi pas. Alors c'est vrai que Maigret, on a tendance à le voir comme quelqu'un de assez des mastodontes, hein, un peu comme Depardieu, comme Bruno Kremer, etc. Enfin, faut se souvenir qu'il y a eu aussi Jean Richard, qui était un peu, c'est pas du tout le même style. Bon voilà. Et donc pourquoi pas. Maigret, c'est Podalides. Ben il est assez crédible, sauf qu'il est pas du tout certainement le Maigret qu'on a l'habitude de voir, mais c'est un Maigret ça se passe en 2020, le film. Et donc, bah oui, c'est les années 2020, c'est un nouveau Maigret, pourquoi pas. Et on le voit parce que d'habitude, Maigret fait ses enquêtes et il est omniprésent, on ne voit que lui. Tandis que là, Bonitzer a fait en sorte que à la police, il est bien entouré et il y a quand même des liens qui sont créés avec certains de ses assistants. Voilà, et donc ça, c'est pas mal. En même temps, ce qui caractérise Maigret, c'est qu'on lui reproche presque même d'être un peu lent dans la décortication de ses histoires. Et donc là, c'est pas dit, mais quand même, à un moment, le procureur le booste un peu. Mais alors, dites donc, c'est un peu long, etc. Et il répond, j'ai mon rythme. Ce qui est en accord parfait avec l'inspirateur, enfin en tout cas le créateur de Maigret, Simenon. Alors, ce qu'on voit aussi avec Podalides, avec ce Maigret de Bonitzer, c'est que, on le sait, Maigret était un grand gourmand.
un grand gourmand et qui mangeait souvent, je crois que c'était la blanquette de veau. Et ben là, alors là, c'est assez exceptionnel parce que vous avez les puristes qui disent ah non, Simenon n'a jamais, enfin pas Simenon, mais Maigret n'a jamais fait de la cuisine. Et là, on le voit dans une séquence chez sa femme et c'est lui qui a fait le canard à l'orange. Ça, c'est quand même un truc exceptionnel. Vous voyez que Maigret, il s'est mis au goût du jour et qui fait la cuisine, évidemment. Alors en plus de ça, il aime les bons vins. Alors ça, c'est formidable. Et il fume. Oh merdouille. Alors voilà donc. C'est pour ça que je pense que Bonitzer s'est quand même bien amusé parce que voilà un personnage mythique qui fait exactement et qui continue aujourd'hui à faire exactement tout ce que les puristes ne veulent pas parce qu'il paraît que ça détruit la planète. Hein. Il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de manger des viandes, etc., etc. Donc c'est pour ça que comme il focalise tous les défauts de la Terre, je trouve qu'il y a un côté quand même très amusant. Voilà. Et en plus, j'ajoute que on s'aperçoit que même dans ces années 2020 où ça commence, Maigret ne fait pas appel à l'IA. Ah ben non, pas du tout. Il se base sur l'instinct, sur son instinct. Et ça, c'est quand même une très belle chose. On pourrait dire qu'aujourd'hui encore, il faudrait peut-être se baser un peu sur son instinct parce qu'on le sait très bien que c'est souvent, enfin c'est prouvé, que l'imaginaire, souvent, est beaucoup plus près de la vérité que des vraies enquêtes menées par des journalistes. Voilà. Donc, je pense à un film de Tanner, La Salamandre, où tout d'un coup, il y avait le meurtre d'une jeune femme et on demandait à un journaliste de faire une enquête pour savoir qui, comment, quoi, qu'est-ce, et on demandait à un écrivain de scénario de réfléchir aussi à cette façon de présenter la chose. Eh bien, au final, celui qui était le plus près de la vérité, c'était le scénariste. Parce que lui, s'était basé sur le nom de la jeune fille, sur sa famille, toutes sortes de choses. Il avait fouillé, évidemment, le passé de cette jeune femme. Alors que le journaliste, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait été écouter des gens qui parlaient. Ah oui, il parlait, mais il parlait de ce qu'ils ne savaient pas et surtout de ce qu'ils avaient inventé eux-mêmes. Et donc ça veut dire que la réalité, elle était beaucoup plus dans on va dire la démarche qui avait été faite par le scénariste. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Je me demande même d'ailleurs s'il faudrait pas revoir ce film, La Salamandre, qui en dit long sur pas mal de choses qui aujourd'hui sont très contestables. Et donc le film commence évidemment par un gros plan, le gros plan de la pipe de Maigret. Parce que la pipe de Maigret, c'est quand même très important. Et qu'est-ce qu'il fait ? Gros plan, on voit qu'il va fouiller dans le fourneau, au fond du fourneau de la pipe, et va sortir le résidu du tabac. Voilà, tout est dit, quoi. Voilà, donc c'est quand même en plus le côté amusant de présenter Maigret par sa pipe, ce qui est connu, évidemment. Et donc, ensuite, plan moyen, Maigret dans son bureau, et cette musique très discrète que vous avez entendue, qui donne le ton, et le personnage va se focaliser ensuite sur une enquête, qui est d'ailleurs visible dès le départ, parce que là, on nous montre tout de suite quelqu'un, on se dit, oh là là, elle apparaît un peu étrange, cette personne, il se peut que ce soit évidemment, la tueuse, enfin, si on peut dire, quoi. Il s'agit de Jacotte. Et Jacotte, justement, est jouée magistralement, je vous l'ai déjà dit, par Anne Alvaro. Et alors, là aussi, vous voyez, rien n'est anodin. Elle est habillée évidemment tout en noir, avec un petit col blanc en dentelle, mais sort de son cou, si je puis dire, une croix. Elle est catho. Et d'ailleurs, à la fin, quand il faudra qu'elle dise un peu la vérité, elle demande un curé. Et le curé, il est pas mal non plus, là aussi, hein. C'est-à-dire, il a la double casquette, si je puis dire, parce qu'il est à la fois, il a une soutane, donc un peu d'un autre monde, mais il a des comportements dans la vie de tous les jours qui sont plutôt contemporains et peut-être pas forcément en esprit total avec la religion. Mais ça, c'est un autre sujet, évidemment, mais enfin, c'est dit sans être dit, et c'est présent, et c'est très drôle. Les décors aussi sont remarquables, parce que c'est un film qui se passe dans un milieu plutôt de gens intellectuels, plutôt des esthètes, avec des bibliothèques. Alors ça, on voit, soit c'est une bibliothèque avec que des livres brochés, ou d'autres bibliothèques avec des livres qui sont reliés, vous savez, avec de l'or, c'est formidable. Peut-être que dans cette bibliothèque-là, tous les livres n'ont pas été lus, mais ça, c'est encore un autre sujet. Il y a aussi des peintures, et le neveu, dans cette famille d'un mort, parce qu'un mort, forcément, hein, dans une histoire policière traitée par Maigret, il y a forcément un mort. Eh bien, le neveu du mort, il est au Quai d'Orsay, donc c'est un ancien diplomate. Eh bien, il est directeur d'une galerie d'art. Voyons. Alors, donc, c'est un milieu très friqué, aristo, avec une histoire de base qui est quand même assez curieuse. C'est du romantisme, mais un peu étrange, oui, il faut quand même le dire. Alors, il faut savoir que ce film est adapté d'un bouquin de Simenon, Maigret et les vieillards. C'est un livre qui a été écrit dans les années 60.
Mais Bonitzer a rendu l'histoire plus romantique, justement, avec Maigret et le mort amoureux. Et donc, un regard plutôt sympathique, parce que je pense que si, je sais pas s'il y aurait eu beaucoup de personnes qui seraient allées voir Maigret et les vieillards. À mon avis, déjà, le mot, je crois que tout le monde se carapate. Bon, donc, voilà, le mort amoureux, déjà, ça peut intriguer. Voilà. Et donc, j'espère que dans la salle, il n'y aura pas que des vieillards. Non, ce serait dommage, parce que, si vous voulez, quand on parle de cinéma patrimoine, on y est. Parce que ça nous montre une façon de vivre en France qui est peut-être discutable, mais le problème, on n'est pas là pour dire « Ah, ils ont bien fait, ils auraient dû, oh là là, arrêtons, quoi ». En revanche, on constate que ça existait aussi, et c'est amusant. Mais en revanche, ce que fait Bonitzer, c'est qu'il nous en parle avec assez d'humour, mais en même temps de la bienveillance, quoi. Voilà, c'est ce qui est formidable. Alors, pour en revenir à la gouvernante, elle est formidable. Et alors, parce qu'à un moment, elle est sourde. Et là aussi, parce qu'elle dit « Je suis sourde, mais pas idiote ». C'est vrai, parce que Maigret lui parle, elle ne répond pas, elle a l'air complètement amorphe, et c'est pour ça qu'il lui répète. Et elle dit non, je suis sourde, mais pas idiote. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est bien de remettre les choses en place, parce que souvent, ça peut arriver, quelquefois, on parle à des gens, vieux ou pas vieux d'ailleurs, parce que maintenant, il y a des jeunes qui sont sourds beaucoup plus tôt qu'avant, mais bon, là encore, un autre sujet, mais c'est dans le temps. Et donc, on se dit, mais attends, il est couillon, là, il a pas l'air de... Ça fait pas tilt, là. Ben non, c'est pas ça, c'est qu'il entend rien. Ah bon, d'accord, ok, bon voilà. Donc faut le savoir qu'en face de vous, vous pouvez avoir des gens pas forcément idiots, mais complètement sourds. Bon, alors l'interrogatoire en plus et les questions-réponses ou pas, d'ailleurs, entre Maigret et Jacotte, donc entre Podalides et Alvaro, sont formidables. C'est très enlevé, c'est percutant, et puis en plus c'est très bien monté, parce que on monte, si vous voulez, c'est pas uniquement je parle, c'est plutôt quelquefois à la place des réponses. La réponse c'est juste une mimique ou un silence. Voilà, donc on joue beaucoup là-dessus. Ça a dû être très sympa à monter, évidemment. Il y a, que ce soit des regards ou des silences ou des petits rictus, ça vaut réponse, quoi, voilà, à la place des mots. Donc vraiment des séquences magnifiques. Et quand on regarde la personnalité des personnages de ce film, Bonitzer, il aurait d'ailleurs même modifié la fin du roman de Simenon, mais ça je peux pas vous l'assurer complètement puisque je n'ai pas lu le roman. Eh bien, je m'aperçois que dans ce film, il donne la part belle, aux femmes, notamment Jacotte. Jacotte, justement, jouée par Anne Alvaro, très ambiguë, formidable, c'est des femmes fortes, manipulatrices, et qui va continuer. D'ailleurs, on sent qu'à la fin, si vous voyez le film, vous allez voir qu'elle se rapproche dans la galerie de peinture du neveu, et le neveu, il a peut-être les mêmes travers, donc elle va utiliser les mêmes travers pour arriver à certaines fins, si vous voulez ce que je veux dire. Mais je suis obligé je ne veux pas spolier la fin pour les gens qui aiment le côté un peu tonique et dramatique des thrillers. Je vous laisse donc, je n'en dirai pas plus. Mais en revanche, on constatera que le dernier plan du film, c'est un tableau dans la galerie de peinture qui représente la mère du neveu et dont il est pas... il dit tout simplement qu'elle était très autoritaire. Voilà, et donc on n'en dira pas plus. Alors il y a aussi cette autre femme, la duchesse Isabelle de Vuine, par là, tout a commencé avec elle d'une certaine façon, parce qu'elle est très particulière. Elle est tombée amoureuse de ce fameux cadavre, non pas du cadavre, mais quand il était vivant. Et donc elle avait, en revanche, elle s'est mariée avec un prince, c'est pas une duchesse d'ailleurs, c'est une princesse. Elle s'est mariée avec un prince et il a été question, quand le prince serait mort, alors elle pourrait épouser son ambassadeur. Et donc, justement, juste avant la mort de l'ambassadeur, il se trouve que par un accident de cheval, le prince est mort. Ah là là, ça devient compliqué parce qu'on peut penser qu'il y a une histoire entre les deux histoires. Et donc, ce qui est amusant, c'est que cette princesse, elle a un amour virtuel. Parce qu'en plus de ça, on lui dit, mais vous êtes déjà allé chez l'ambassadeur? Non, une seule fois, mais quand il n'y était pas. Elle a voulu rentrer dans la maison vide. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même quelque chose, je dirais pas pervers, n'exagérons pas, mais enfin, bon, voilà, c'est-à-dire que c'est des rapports un peu bizarres. Et tout ça, ça crée des liens familiaux qui deviennent très complexes, parce qu'à un moment, nous avons le petit-fils qui se sent proche de son oncle, celui qui est mort. Il l'appelle l'oncle, alors on dit, mais pourquoi l'oncle? C'est comme ça, j'ai fait comme ça, etc. Et donc on se dit, ah bon? Et il dit, je me sentais très très proche de lui, nous étions très proches. Et comme c'était l'amant virtuel, dit-on, de la princesse, et que la princesse est sa grand-mère,
Enfin voilà, donc tout ça est dit sans être dit, mais c'est amusant, quoi. Voilà, donc c'est le méli-mélo très policé de ces années-là. En plus de ça, elle signe des lettres, elle lui a écrites. Alors ça, c'est quand même une très belle histoire, amoureux, parce qu'il y a un placard, une armoire complète avec que les lettres que Izzy, donc la fameuse princesse, lui a envoyées. Et donc, il y a une séquence entre Maigret et Izzy qui vaut le détour, parce que là, elle, avec un rapport très bon chic, bon genre, et bon, voilà, donc c'est à la fois réaliste et en même temps, nous sommes dans les années 2000, complètement désuet aussi, voilà. Il y a aussi une chose, c'est que Bonitzer, donc je pense qu'il a fait ça pour s'amuser et prendre le contre-pied de plein de trucs dont on parle aujourd'hui. Il utilise le langage actuel, et notamment quand je vous disais que, comment dire, Maigret, là, il est entouré d'un staff de gens qui travaillent avec lui, et à un moment, il y a une jeune stagiaire. Et alors là, un jeune stagiaire qui est très au courant, parce qu'on le dit, vous savez, la balle est passée par le poumon, la rate, le cerveau. Alors là, le stagiaire, il est très au courant, et il dit... Je pense qu'il doit y avoir un symbole. Et ça, c'est tellement vrai. Ouais, c'est les réseaux sociaux, quoi. Vous voyez, c'est ça. Oh oui, la rate, le poumon, le cerveau. Il doit y avoir un symbole, quoi. Il y a un lien formidable. Donc voilà. Et en même temps, comment faire? Il y a aucun commentaire qui est fait sur sa remarque, mais juste après, il y a quand même un blanc. Il y a un silence. Tout le monde commence à cogiter. Ah bon, c'est quoi cette histoire? Voilà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une façon de dire que les gens parlent, surtout de ce qu'ils ne savent pas. C'est formidable. Donc dans ce jeu amoureux, qui est quand même la base du scénario, il faut quand même savoir que donc cette femme devait épouser, enfin avait dit qu'elle épouserait son ambassadeur, son amant virtuel, quand son mari serait tué. Et là, le mari est tué, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas vous l'indiquer, mais il y a aussi une séquence que je voulais en parler parce que je la trouve assez remarquable et elle a du sens. Notamment, Maigret va voir l'ex du fameux neveu qui tient la galerie de peinture. Cette comédienne est jouée par, c'est Julia Faure. Elle est formidable parce qu'elle est extrêmement crédible. Elle s'appelle Charlotte dans le film. Et en même temps, la caméra la suit. Elle s'agite beaucoup. On est en train, Maigret lui pose des questions. Elle passe d'un lieu, d'un autre, etc. Et la caméra la suit. C'est-à-dire que même nous, ça nous donne le tournis. Ça donne le tournis à Maigret, ça donne le tournis à tout le monde. Et en même temps, on s'aperçoit qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Mazerou, donc le neveu, le fameux neveu qui tient la galerie, qui était son ex, ils se sont séparés parce qu'il exerçait une cruauté mentale. Cruauté mentale, le mot est lâché, c'était quelque chose de très à la mode. Et au fond, j'ai envie de dire que tous les personnages exercent, même d'une façon un peu approfondie, ce genre de cruauté mentale. C'est une société très particulière. Et je trouve que le fait que la caméra s'agite beaucoup comme ça apporte quelque chose, je trouve, à la personnalité, parce qu'en plus, quand ça s'arrête, et que cette femme a tout dit, Charlotte, elle dit, faut que je retourne dans la galerie, parce qu'elle aussi s'occupe d'une galerie, et donc, elle dit, je suis contente d'avoir pu parler avec vous. Ça veut dire que tout d'un coup, elle s'arrête, elle parle, au fond, pour ne rien dire, ou surtout pour pas qu'on lui pose de questions, et elle finit par silence. De temps en temps, le silence, c'est quand même très utile. Et si on parle des personnages, il y en a un autre qui apparaît sur la fin du film, qui est aussi, je trouve, très étrange, c'est le fils de la princesse, parce qu'elle a eu quand même un fils. Moi, en plus de ça, j'ai envie de dire pas très catholique, c'est-à-dire que il a une femme, il a 6 enfants, il vient de je ne sais où, machin, etc. Mais quand il a 3 secondes, il part chez les putes. Excusez-moi, c'est ça, il part, voilà. Donc voilà, pourquoi pas, voilà. Et je trouve que tous les personnages ont de l'importance parce que justement, le casting est formidable. Tous les comédiens sont formidables parce que même la femme, celle qui tient le rôle de la femme de Maigret, est formidable, parce que dans tous les films, on la voit à peine, elle fait la cuisine, Tandis que là, il a choisi une femme d'une grande élégance, très belle, très raffinée, c'est Irène Jacob. Et alors, Irène Jacob, j'espère que vous en souvenez, notamment, elle jouait dans un film polonais, La double vie de Véronique, vous savez, celui qui a fait Bleu, Blanc, Rouge, etc., etc. Voilà, donc, et elle est charmante, et même, elle pose des questions, quand elle parle à son mari, elle pose des questions astucieuses, intelligentes, qui peuvent même mettre Maigret sur la voie, voilà. Donc tout ça est formidable. Alors, ce qui fait que le film de Bonitzer, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre absolu qui va passer à la postérité, mais c'est un film, je crois qu'il faut regarder les dessous de l'affaire. Il s'est amusé, tous les comédiens se sont amusés, on s'amuse, c'est-à-dire qu'on se moque de cette France-là,
mais on le fait parce qu'il n'y a même pas à critiquer. Je veux dire, d'abord, ça existait il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas sûr que ça n'existe pas encore. Et en même temps, ce sont des lieux, des personnages qui ont inspiré Simenon. Parce que ce sont des gens qui sont très complexes, qui restent élégants, et donc qui sont tordus. C'est des gens qui sont tordus, mais avec une apparence de savoir-vivre. Ah ben oui, le savoir-vivre, mon Dieu. Est-ce que les gens savent encore ce que ça veut dire? Et donc, c'est sans esprit critique, ou plutôt si, mais avec un petit sourire très amusé, qu'il rappelle ces histoires un peu fictives, et finalement pas si fictives que ça, parce que le réel est très présent. Et tout jugement sur ce passé serait hors sujet. Je pense que ces façons de vivre permettent des scénarios qui sortent de l'ordinaire. Donc, voilà, je trouve que c'est un film, peut-être même qu'il faudrait montrer aux jeunes pour dire, voilà, ça existait aussi. Mais on a le droit de s'en amuser, parce que c'est à la fois drôle et complexe, et tant mieux, et c'est ça que j'aimerais qu'aujourd'hui, que les choses restent complexes. On est beaucoup mieux dans des choses qui restent complexes. Quand on dit tout, c'est qu'on supprime tout, j'ai envie de dire tout suspense, c'est quand même un peu dommage. Mais bon, sur ces paroles musclées révolutionnaires, nous allons écouter tout de suite la bande-annonce. Pierre-Jean, hop, on envoie la bande-annonce du film de Bonitzer. Le Quai d'Orsay vient de m'appeler. Et c'est pourquoi? Je ne sais pas, sauf que c'est urgent. Commissaire Maigret, Je dois vous avertir que l'affaire est sensible. La victime n'est pas n'importe qui. Armand Berthier-Lagesse. C'était l'un de nos plus brillants ambassadeurs. Mademoiselle Lariot est à son service depuis 40 ans. 46. vous n'avez pas appelé la police? Je devais d'abord prévenir le ministère. C'est ce que ma conscience m'a dicté. Je suis suspecte. Personne n'est suspect, tout le monde l'est, mademoiselle. Vous n'avez rien entendu? J'enlève mon appareil pour dormir. Il y a eu 5 coups de feu, ça fait quand même beaucoup de bruit. Je vous demande pardon. Je veux savoir ce qu'elle fait heure par heure. Le Quai d'Orsay me harcèle. Monsieur le procureur, j'ai mon rythme. Les lettres parleront peut-être. Il y a des lettres? Sur près de 50 ans. Signé Izzy. Et c'est Izzy qui n'est autre que la princesse de Vuine a enterré son mari hier. Ma mère lui vouait une sorte d'amour mystique. Pendant 50 ans, j'ai eu l'habitude de vivre avec lui, en pensée. Bizarrement. Il parlait de sa princesse comme d'une créature quasi surnaturelle, alors que... Alors que quoi? Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui dire? C'est bien régulier, ça. Je m'en fous. Pas trop. Il faut une haine effroyable pour faire cela, n'est-ce pas? J'espère que vous trouverez la canaille qui a fait ça. La canaille qui a fait ça. Votre curiosité satisfaite? Donc, écoutez, vous avez là une bande-annonce qui donne assez le ton un peu léger de ce film de Bonitzer que je vous recommande. Voilà, un film français astucieux, intelligent, raffiné. Écoutez, ça fait du bien. Bien, alors la prochaine fois, je ne sais pas de ce dont je vous parlerai, mais ce sera sûrement d'un film. Voilà, donc merci Pierre-Jean et à lundi prochain.